Et la suite s'est déroulée au Bourget. Alors, deux rendez-vous jusqu'à 13 h. Tout de suite, nous allons justement revenir sur cette COP 21 et l'après-COP 21 et évidemment la focale des territoires jusqu'à 12 h, 12h05. Et jusqu'à 13 h, ensuite, de 12 h à 13 h, on accueillera Claire Roumet, qui, c'est une figure imposée, un marronnier sur ses assises, traitera le quoi de neuf. Et là, il y a de quoi dire et partager, bien évidemment. Bienvenue à Gilles Béraud, président du Comité 21, avec ses invités. Vous allez vous installer de ce côté, le docteur Kamel Ben Nasser, Célia Bloel, Yves Marignac, Lucie Guillet et Nicolas Imbert. Bienvenue à vous tous. C'est à toi, Gilles. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de retrouver Dunkerque pour ce moment effectivement post-COP. Tout à fait dans l'esprit d'ailleurs de ce qu'on a pu faire au Comité 21 avec beaucoup d'entre vous au Grand Palais. Ce moment particulier de 42 000 personnes qui viennent découvrir et surtout de rentrer dans le domaine du possible. Donc je crois que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est ça notre ambition. Et ça s'inscrit assez bien d'ailleurs dans ce que vient de nous raconter Jean-Paul Desvoix et ce petit film. C'est celui de cet enjeu collectif, cet enjeu de transversalité aussi. Puisque c'est ce qu'on essaye de démontrer, que finalement, et je crois que vous êtes très concernés pour ceux qui sont de Dunkerque, et je voulais aussi d'ailleurs donner un petit coup de chapeau amical à Damien Carême. Je ne sais pas s'il est dans la salle. On l'entend beaucoup en ce moment. Je crois qu'il il a un investissement personnel formidable sur les difficultés sociales qu'il peut y avoir dans ce qui est finalement une conséquence aussi énergétique, parce que évidemment, que serait Daesh sans ces puits de pétrole. Donc on est vraiment sur une vision globale qui touche autant à la précarité, mais en tout cas sur une dimension extrêmement humaine. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans cette COP. On redira quelques mots, parce qu'on a la chance d'avoir une représentante de l'équipe de négociation française. On a aussi un des hauts responsables de l'Agence internationale de l'énergie, qui a été ministre aussi dans ce pays qu'est la Tunisie. Donc on a l'adjointe à la maire de Paris qui a eu un investissement aussi extrêmement important dans cette COP dès le mois de mars l'année dernière, je crois, avec cet engagement collectif des villes européennes en réponse à l'appel de Bordeaux. Et nous avons aussi, j'ai peur d'oublier quelqu'un, notre ami qui représente Négawatt, donc dans cette logique des scénarios du possible. Et enfin, Nicolas Imbert qui dirige en France Green Cross International dans une vision globale. Donc on est vraiment aujourd'hui c'est comment on peut faire, comment on va être convaincu que c'est possible. Donc on va pendant cette petite heure engager cette conversation-là, essayer de trouver les clés. Pour ma part, j'ai retenu 3 choses importantes de la période récente. On est en train de faire, dans un fourmillement extraordinaire, il y a eu plus de 10 000 projets, 10 000 engagements sur Nazca, mais on a plein de freins encore devant nous. C'est ce qu'on fait ici dans ces assises de l'énergie depuis déjà quelques années.
Le premier, évidemment, c'est la question des financements. Ensuite, là, il y a une question des technologies, des compétences, etc. Et il y a un troisième volet qui suit de l'acceptabilité des transformations. Et je crois que c'est un de nos enjeux et qui fait que les chaînes humaines qui se sont créées depuis des années ici à Dunkerque, pendant quelques temps à Grenoble et maintenant aussi à Bordeaux, sont aussi importantes parce que c'est quand même aussi et surtout des femmes et des hommes. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi un hommage qu'on doit rendre à Laurent Fabius et à toute cette équipe du formidable travail qui a été fait. Enfin, je crois que il fallait être au Bourget pour comprendre comment, d'ailleurs c'était l'image de Laurent Fabius, mettre d'accord dans une réunion de copropriété 5 ou 6 personnes quand on veut construire un ascenseur ou passer mieux à les énergies renouvelables, à 195 pays, c'est quand même d'une complexité absolue. Et je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à un travail qui a été fait par toute la diplomatie française, bien sûr à l'équipe qui est représentée aujourd'hui, mais aussi aux ambassadeurs dans tous les pays. Je crois que c'est une vraie réalité complexe, c'est pas gagné. La France a encore la présidence, je vous rappelle, de la COP jusqu'au 7 novembre l'année prochaine à son ouverture à Marrakech. On voulait un texte, on l'a. Pour ma part, je le trouve plutôt plus ambitieux que ce qu'on pouvait espérer. Je ne croyais pas du tout aux contraignants, je ne crois pas du tout au fait que des non-démocraties puissent accepter une démocratie mondiale, mais ça, c'est pas tout à fait notre débat aujourd'hui. On a un texte, maintenant, il faut la feuille de route qui va avec, il faut se mettre en action. Même si on fait plein de choses, on a besoin de tout accélérer. Donc, tout de suite, je vais... Première question au docteur Kamel Ben Nasser. Donc, vous dirigez les politiques et technologies énergétiques et durable à l'Agence internationale de l'énergie. Vous avez pris pas mal de positions avant, notamment à propos d'un sujet dont on ne parle plus, qui est le peak oil, le pic de Uber. Vous espérez un pic avant 2020. Donc ça veut dire aussi que probablement vous avez une vision d'accélération par rapport aux engagements des pays, les fameux INDC, qui finalement nous engagent de façon trop tardive. Donc quelle vision vous avez là maintenant sur le fait qu'on réellement va pouvoir accélérer tout ça? Encore une fois, il y a un bel accord de Paris, mais les engagements du pays sont sur 3 degrés au mieux. Bon, ça ne va pas assez vite. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est si on regarde ce qui s'est passé à Paris au mois de décembre, c'est extraordinaire. S'il y a un an, on avait posé la question sur la réussite potentielle, je crois qu'il y aurait eu très peu de paris favorables. Avoir 187 pays qui soumettent leur contribution volontaire, avoir 195 pays qui signent cet accord de copropriété, je crois que c'est un grand hommage à la présidence française de la COP21 qui doit être rendu. Vous parliez du pic. Je crois que ce qu'on dit, c'est qu'il y a une possibilité pour la première fois de voir un pic des émissions. Et ça, avant les 5 prochaines années. Comment on est arrivé à cette conclusion? D'abord, avant la COP, on a vu un nouveau phénomène. C'est pour la première fois au niveau mondial un début de découplage entre la croissance économique et la croissance des émissions. Ce qu'on avait vu dans les pays, disons, de l'OCDE et les pays développés est maintenant en train de se passer au niveau mondial, grâce aussi à une transformation de la Chine, à une prise de conscience de la Chine que le charbon n'est pas la seule solution. Ils ont énormément investi en énergie renouvelable. Donc il y a eu ce premier phénomène. Le second phénomène, c'est que, en fait, si on regarde les investissements dans les énergies renouvelables, en 2014, on a eu un record d'investissement dans la génération électrique sur les énergies renouvelables. 130 gigawatts, pratiquement 50% de la capacité additionnelle a été faite dans des énergies renouvelables. Le troisième point qui est corrélé au second, c'est qu'au niveau des prix ou des coûts de génération électrique, on a vu une baisse extraordinaire. Si je prends comme référence Copenhague, qui n'était pas une réussite, et l'accord de Paris, c'est-à-dire moins de 7 ans, on a eu une décroissance extraordinaire des coûts de production de l'énergie. Pour vous donner un exemple, le coût du solaire, du photovoltaïque, a pratiquement baissé de 60%.
le coût de l'éolien terrestre a baissé de 40%. Si je prends au point de vue consommation, le coût des LED a baissé de 90%. Donc ça donne des opportunités extraordinaires. Maintenant, si on regarde vers le futur, les 187 contributions ne nous amènent pas vers une trajectoire qui amène au pic des émissions. Mais ce qu'on a montré, et c'est une analyse qu'on a publiée au mois de juin 2015, c'est qu'avec 5 mesures supplémentaires qui ne coûtent rien au point de vue croissance économique et aussi en fait qui ne coûtent pas beaucoup au point de vue investissement dans l'énergie, on peut en fait atteindre ce pic. Juste pour clarifier quelles sont les 5 mesures, la première et la plus importante, c'est l'efficacité énergétique. Elle représente 50% de cet effort additionnel. Et là, les collectivités urbaines, les collectivités régionales jouent un rôle très très important. Merci. D'ailleurs, aussi pour la transition, Célia Bloel, Paris était le porte-parole des villes du monde, notamment, alors je parlais du mois de mars l'année dernière, je crois qu'il y a déjà des actions concrètes qui se mettent en œuvre. Vous êtes démarche comme un peu de centrale d'achat en énergie verte et plus globalement sur les questions climat. Et concrètement, pendant la COP, il y a eu cette journée importante, ces 700 maires. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ça va au-delà, par exemple, de ce qui se passe grâce à nos amis d'Energy Cities sur la convention du maire? Qu'est-ce que ça engage de plus en dehors de la revendication? Et aujourd'hui, le texte reconnaît la place des collectivités locales, ce qui n'était pas le cas à Lima. Je vous rappelle que ça a dégagé du texte le dernier jour. Là, c'est fait. C'est dit. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours bizarre quand tu dis et maintenant concrètement qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que nous les villes on n'a pas vraiment attendu pour être dans le très concret avant la COP21, pendant la COP21 non, mais et après la COP21. En quoi c'est un accélérateur? Juste un mot pour dire effectivement sur les actions que tu as citées, sur ce que Paris a pris en main pendant cette année de COP21. Ça a été une année pour nous forcément extrêmement chargée. Et je me souviens que l'année dernière, dans ces mêmes assises, je disais les 3 grands axes sur lesquels Paris allait travailler pendant la COP21. On a tout fait. En gros, c'était de participer à l'accueil, et pas d'un point de vue logistique évidemment de la COP21, mais l'accueil du off de la COP21 et du soutien à la société civile pendant toute l'année. C'est ce qu'on a fait en mobilisant beaucoup la ville, du budget, etc. pour accueillir les grandes ONG. On a fait dans un deuxième temps la démonstration de ce que vous tous dites depuis des années, que les villes sont les premières à faire face aux effets du dérèglement climatique, mais sont aussi les premières à agir en mettant en lumière finalement l'action des villes, en prenant aussi des actes politiques forts cette année, puisqu'on a révéler notre stratégie d'adaptation au réchauffement climatique, mais aussi le début d'une réflexion sur la création d'un fonds vert des villes, pour montrer qu'une fois de plus, les villes, elles avaient un temps d'avance sur ces sujets-là, et que si les villes faisaient, les États pouvaient faire aussi. Et ce terreau-là nous a permis d'agir sur la 3e dimension, qui était évidemment de prendre tout notre rôle dans ce qu'on appelle maintenant la diplomatie des villes, pour avoir, d'une manière ou d'une autre, une influence sur les négociations. Alors ça s'inscrit dans une dynamique effectivement bien plus de long terme, mais il y a eu ce moment très fort le 26 mars où on a pris en main une coordination de villes européennes pour lancer des marchés publics, des commandes publiques groupées sur la question des bus, sur la question d'un certain nombre de matériels roulants non polluants. Donc ça, c'était une première étape. Et puis il y a eu ce deuxième temps fort, extrêmement fort, du sommet des 1000 maires qu'on a réuni à l'Hôtel de Ville autour d'Anne Hidalgo et de Michael Bloomberg. 1000 élus locaux du monde entier, dont 700 maires, dont 116 femmes maires, je tiens toujours à le rappeler, qui ont pris non seulement des engagements, mais il y avait surtout une question de forme qui était de dire, voilà, ce coup-là, c'était François Hollande, Ban Ki-moon, le ministre des Affaires étrangères, qui sont venus à l'Hôtel de Ville écouter les collectivités, et le lendemain, la maire de Paris qui allait porter les engagements des villes à la COP en disant une chose qui était très forte, qui était de dire bougez-vous. Et je crois que ça reflétait vraiment l'ensemble de l'état d'esprit des acteurs, actrices locaux sur la question climat. Alors pour répondre du coup à la question, qu'est-ce que ça va faire? On va continuer à faire, continuer à agir très concrètement, sans doute accélérer le mouvement. Je dirais très rapidement, mais sans doute on y reviendra dans la discussion, que pour moi à Paris, il y a 5 grandes pistes d'action dans les années qui viennent. D'abord, c'est refondre le plan climat, parce qu'on a
et un contexte avec des nouveaux objectifs qui se posent, mais aussi une obligation légale, donc d'aller vers un nouveau plan climat qui à la fois va poser des nouveaux objectifs à 2030, à 2050, parce que maintenant il faut écrire le chemin vraiment dans la durée, renforcer les dispositifs de politique publique, là où on est bon, la rénovation thermique, les politiques de transport, innover encore plus en matière d'énergie. Un volet très fort dans ce nouveau plan climat aussi sur la question de la participation citoyenne, et je rejoins complètement ce que disait Jean-Paul Delevoye. Aujourd'hui, il faut arriver à emmener toutes les parties prenantes avec nous dans cette dynamique de transition écologique, mais je sais sans doute qu'on y reviendra un peu plus tard, donc je ne m'attarderai pas, et développer aussi les solidarités dans ce nouveau plan climat avec l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, à Paris, on est très conscient qu'on ne pourra pas faire seul, et donc c'est aussi penser cette action climat dans le cadre de la métropole. Il y a d'autres sujets encore à venir cette année. Il y a penser encore plus, ça c'est vraiment le deuxième gros sujet qu'on a à Paris, les dimensions sociétales et sociales. Je l'aborde déjà avec la question de la participation, mais je crois de plus en plus, il faut qu'on se pose justement ce retour de la participation de manière encore plus vague. Pour donner un exemple très concret, plus large. Pour donner un exemple très concret, on a commencé à travailler depuis 1 an et demi à Paris sur notre stratégie d'adaptation au réchauffement climatique. Et une des clés pour faire face aux questions du réchauffement climatique, c'est de retravailler la notion de communauté locale, plus au sens anglais du terme. Comment on recrée du lien entre les gens. On a commencé avec la question de l'adaptation. Il se trouve que on a élargi encore plus globalement parce qu'il y a eu ces terribles attentats qui ont frappé Paris. Qu'à cette occasion, on a reparlé de la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, qui est une des meilleures illustrations de la question de la résilience, et de se dire comment demain, il faut forcément entremêler ces questions du dérèglement climatique et de la dimension sociale, parce que tout c'est un tout, c'est une question d'un projet de société et que ça passera forcément par là. Je dirais encore 2 grandes pistes, parce que sinon je vais être trop longue, mais il y en a 2 qui sont quand même très importantes sur le chemin de la COP22. La première, c'est de ressouder encore plus le lien. J'ai entendu dire qu'il y avait Denis Baupin dans la salle à un moment par Jean-Paul Delevoye, mais c'est ce travail interterritorial de toutes les couches territoriales, parce que nous, villes, on peut avancer, nous, territoires, on peut avancer, mais on a vraiment besoin aujourd'hui que l'État, encore plus que jamais, nous donne des moyens et techniques et financiers, soit par de la décentralisation, soit en s'y mettant franchement. Donc ça, vous allez, je pense, beaucoup entendre Paris là-dessus dans les années qui viennent, mais je suis sûre qu'on ne sera pas la seule ville à porter ce discours-là. Et dernière piste sur la route de la COP22. Moi, je serais très intéressée, mais sans doute que d'autres personnes que moi l'aborderont ici, de voir quelles seront les suites de l'agenda des solutions, l'IMAS Paris Agenda Action, qui, je vous l'avoue très sincèrement, au début, je regardais ça de manière un peu sceptique, en me disant ça ne va durer que le temps de la COP21, mais force est de constater que ça a été un vrai catalyseur, et donc maintenant, à voir comment ça devient un vrai outil de travail. Effectivement, en route vers Marrakech, et d'ailleurs la ministre de l'Environnement, Hakima El Haïté, disait récemment, il y a eu Paris, c'était le texte, et Marrakech, ce sera la feuille de route. Mais la France, ou mai, justement pas mai, la France préside jusqu'au 7 novembre l'année prochaine, jusqu'à l'ouverture à Marrakech par un nouveau président de la COP. Au-delà de l'enthousiasme, je suppose, de la lucide, la très belle aventure qui a été le fait de participer à cette équipe, même si je sais que Madame Toubiana et Monsieur Fabius vous ont un peu fait travailler, très justement. Je voulais savoir peut-être 2 questions. D'abord, vous, à titre personnel, est-ce que dans l'accord, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui vous manque? On ne va pas faire une grande analyse de l'accord, je pense qu'on a tous lu beaucoup de choses, beaucoup d'analyses. Est-ce que, déjà à titre personnel, mais ensuite, comment vous voyez, vous, le rôle et la contribution de la France maintenant sur les quelques mois qui nous séparent de Marrakech, parce que tout ça va aller finalement assez vite, parce que d'abord il y a l'été qui va arriver, il y a le Ramadan qui commence le 5 ou 6 juin, je crois. Donc il va falloir aller très 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 vite. Comment vous voyez-vous le rôle de la France? Mais d'abord, allez, un petit message personnel sur le texte. Merci. On n'a pas l'habitude de donner des messages personnels. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Ça restera entre nous. Je voulais vous remercier déjà pour l'invitation, parce qu'après le marathon qui a été 2015, couronné par l'adoption de l'accord, évidemment, là on est vraiment dans une période maintenant d'échanges autour de l'accord et d'interprétation aussi de ce qui a
de ce qui a été adopté à Paris. Et donc, ce moment d'échange, de digestion est vraiment très important. Et je voulais aussi saluer quand même le fait qu'on a pu profiter d'une dynamique sans précédent qui a permis le succès de la COP21, avec une prise de conscience au niveau mondial qui était sans précédente, avec des engagements, l'engagement des acteurs non étatiques et des acteurs économiques aussi qui était très, très important, des signaux au niveau économique, une vraie confiance dans la capacité de la croissance verte à changer les choses, l'encyclique du pape par exemple, la mobilisation de la société civile, enfin il y a énormément d'ingrédients qui ont permis en fait d'arriver à ce succès. Je voulais vraiment le souligner. Alors sur l'accord, je pense que la vraie réussite, puisqu'on était dans un contexte vraiment nouveau, d'avoir 187 pays qui ont remis leur contribution nationale, et c'est quelque chose de tout à fait novateur, c'était, puisqu'elles ne nous mettent pas encore dans une trajectoire, la trajectoire des 2 degrés, c'était d'arriver à sanctuariser le fait qu'il y aurait une révision, un mécanisme dynamique qui permettrait de revoir à la hausse les engagements pris. Et ça, c'était vraiment le vrai défi de cet accord. Et je crois qu'aujourd'hui, ça figure comme un point très important dans l'accord. Et pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Enfin un des points très importants en tout cas, avec un engagement tous les 5 ans à revoir les contributions nationales qui doivent progresser à chaque fois, qui doivent être à chaque fois plus ambitieuses, un engagement aussi tous les 5 ans à partir de 2023 pour faire un bilan collectif des efforts faits par tous les pays, et puis un premier rendez-vous dès 2018 pour regarder là où on en est et commencer pour les plus ambitieux déjà à revoir leur copie. Donc ça, je dirais que c'est le point le plus positif. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'objectif de long terme qui est de contenir la hausse des températures bien en deçà des 2 degrés d'ici la fin du siècle, et puis avec même une mention des efforts pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Ça, c'était aussi quelque chose de politiquement très important aussi, surtout pour inespéré un mois avant. Inespéré. Alors maintenant, voilà, beaucoup disent c'est très bien d'avoir un objectif ambitieux, il faut avoir les moyens pour le mettre en œuvre et le réaliser. Et donc le Paris-Lima Action Plan. Donc le Paris-Lima Action Plan, et si la petite chose peut-être un petit peu plus difficile qui reste, enfin le plus grand défi, ce sera pour moi les financements. Donc voilà, là il y a des choses à préciser aussi sur les financements. La feuille de route des financements doit être un point à préciser. J'en viens au LPA, ce qu'on a appelé le LPA depuis la COP de Lima, donc c'est le Lima Paris Action Agenda, plan d'action Lima-Paris, qui a été très tôt... Bon, de toute façon, il y avait un terreau très favorable avec les engagements des acteurs non étatiques, et les collectivités territoriales ont été parmi les acteurs les plus engagés, comme le disait Célia Bloel. Il y a eu depuis même... Au niveau européen, la mobilisation des collectivités territoriales européennes avec la Convention des maires a joué un rôle pionnier, puis ça a été suivi par de nombreuses autres initiatives. Mais très tôt, la présidence française a voulu s'engager aussi pour valoriser ces initiatives et pour les mettre vraiment au cœur de l'agenda de l'accord de Paris. Donc ça a impliqué un travail très fort avec les partenaires, donc avec le Pérou bien sûr, mais aussi avec les Nations Unies, l'équipe de Ban Ki-moon et aussi la CNUC à Bonn, pour pousser ces coalitions d'acteurs volontaires, pour pousser leur ambition, pour chercher le plus de synergie à chaque fois que c'était possible, donc à travailler vers plus de convergence. Et puis pour emporter aussi et les présenter à Paris pour montrer, pour donner le signal que le changement est en marche et que la transformation partout, dans tous les secteurs de la transition, se produit. Et sur le plan des territoires très particulièrement, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été présentées à Paris dans des séquences de haut niveau face aux négociateurs, mais aussi face à des pays, à des bailleurs de fonds aussi, puisque nous, notre rôle principal a été de mettre autour de la table tous ces acteurs du territoire. On a voulu vraiment favoriser le fait de passer d'une logique de revendication à une logique de partenariat, donc mettre tous les acteurs du territoire autour de la table,
les collectivités, bien évidemment, leurs réseaux qui ont joué un rôle très très important pour mobiliser les troupes tout au long de l'année, et même avant, hein, bien sûr, mais aussi les bailleurs de fonds, les États. Et donc on a présenté tous ensemble des engagements collectifs lors de la COP21 qui nous font une feuille de route en fait, à poursuivre. Voilà, donc je peux... Merci. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Justement, Okay. parler feuille de route avec Yves Marignac. Donc, vous dirigez un lieu de réflexion qui s'appelle WISE, mais là, vous parlez au nom des scénarios négawatts. Alors, on a vu aussi, bien sûr, je crois que c'était l'année dernière, d'ailleurs, qu'avait été présenté le scénario 2050 de l'ADEME. Donc, on peut vivre uniquement avec des énergies renouvelables, même si la priorité reste l'efficacité énergétique. En France, on n'est pas très bon sur le sujet, mais on est de vocation plus européenne maintenant. Donc, comment vous voyez-vous cette perspective, notamment vers ces 1,5 degré qui sont quand même... déjà 2 degrés nous font rêver, alors 1,5 degré. Oui, alors je vais peut-être repartir du travail de Négawatt pour la France et élargir ensuite à la dimension internationale. D'abord dire profiter juste de ce moment pour vraiment remercier le travail du gouvernement français et de sa diplomatie, parce que je pense qu'on a été nombreux vraiment à partager un grand moment d'émotion au moment où cet accord a été signé. Le 12 décembre. Et voilà, donc je pense que c'est important de s'en souvenir. Après, je veux dire, le travail d'organisation comme Négawatt, dans le champ de l'expertise indépendante ou l'ADEME ou d'autres, c'est effectivement de proposer des scénarios qui sont des feuilles de route, qui sont, je pense, depuis longtemps, pour ces 2 exercices au moins, validés en termes de cohérence, de réalisme, etc. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, moi, pendant la COP21, de représenter à la tribune pour délivrer leur message l'ensemble des organismes de recherche et d'expertise indépendante, les RINGO. C'est bien ce message qu'on a porté, de confiance pour les gouvernements dans le fait que des solutions existent, des trajectoires existent, et que c'est ensuite une question de régulation, de mise en œuvre politique. Et c'est loin d'être facile, mais les outils existent pour le faire. Et justement, ce que change peut-être la COP21 et la formidable dynamique dans laquelle elle nous met, c'est qu'on va au-delà du constat du réalisme et de la possibilité de tels scénarios pour aller vers leur nécessité, mais encore plus leur opportunité et leur désirabilité. Et donc ça donne une nouvelle dynamique. Et effectivement, en France, on a notamment ces 2 scénarios de Négawatt et de l'ADEME qui nous montrent qu'une trajectoire compatible à l'horizon 2050 avec les objectifs français dans le domaine et donc avec l'ambition de l'accord de Paris est tout à fait possible. Et ce que ces scénarios nous disent, pour revenir sur ce que vous disiez sur les renouvelables et la maîtrise de l'énergie, c'est que justement, puisque l'objectif n'est pas d'additionner le développement des renouvelables aux énergies fossiles, mais bien d'être dans la substitution, la clé passe par la maîtrise de l'énergie. On a en France cet objectif maintenant dans la loi de 50% de réduction de la consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Et ce que montrent un pas plus loin ces 2 scénarios, et je vais insister un peu plus sur ce point, c'est le fait que ces 50%, ce niveau de maîtrise de la consommation d'énergie, passera pas seulement par l'efficacité énergétique au sens des modes techniques, il passera aussi par ce que nous, à Négawatt, on appelle la sobriété énergétique, c'est-à-dire un travail sur les services énergétiques effectivement rendus, effectivement utiles. Et donc on a, pour reprendre un terme que Jean-Paul Delevoye, dont j'ai beaucoup aimé l'intervention, a beaucoup utilisé, celui d'intelligence, on a en fait 2 niveaux d'intelligence à appliquer. Une intelligence sur les modes techniques, c'est l'efficacité, et une intelligence sur les usages, qui est la sobriété. Et ce que nous disent donc ces scénarios, c'est que les objectifs pour la France, mais pour l'ensemble des pays développés, le niveau d'ambition de l'accord de Paris ne pourra être atteint que si on ajoute à l'effort d'efficacité celui de sobriété. Et c'est sans doute un des réservoirs d'action et d'ambition supplémentaires dans les INDC et dans les trajectoires nationales le plus important. Et puis, dernier mot, ce que nous a montré aussi notre travail Négawatt pendant la COP21, c'est que dans cette perspective internationale, la sobriété énergétique, elle prend aussi un sens plus large. D'abord celui d'un message essentiel à envoyer aux pays émergents sur une évolution du mode de vie auquel leur classe moyenne
qui montent par centaines de millions doivent aspirer, qui doit être un mode de vie plus sobre que celui que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons la responsabilité de leur montrer que nous aspirons aussi à sortir de cette consommation matérielle de plus en plus abondante. Et puis tout dernier point, il y a aussi derrière la sobriété énergétique et donc cette intelligence sur les usages, une dimension de solidarité Nord-Sud, dans le sens où dans un monde où la consommation d'énergie est globalement contrainte, eh bien chaque fois que par notre intelligence sur les services, on réduit des consommations d'énergie qui ne nous servent à rien, on libère un potentiel pour développer des consommations d'énergie vitales au Sud. Voilà. Et donc, au final, cette approche intelligence sur les usages, intelligence sur les modes techniques, et puis bien sûr intelligence sur les ressources, ce qui veut dire aller vers les énergies renouvelables, on est convaincu que dans des modes très différents selon les situations, elle se décline tout à fait et elle est indispensable dans tous les pays, dans toutes les régions et dans tous les territoires. Merci Nicolas Humbert. Green Cross est une ONG mondiale. On se tutoie. On est entre nous, il y a une certaine convivialité. Normalement, on est censé vous voyez tout le monde, mais moi, je suis pas journaliste. Voilà. Donc, Nicolas, tu voyages beaucoup, tu es déjà en préparation de la COP22. Quelle vision tu as de l'évolution de la société civile? Parce que ce qui s'est passé de fondamental, et je crois que vous le disiez tous dans cette COP, c'est évidemment la diplomatie, on en a parlé, mais aussi cette effervescence à travers ces propositions sur cette plateforme Nazca, je crois qu'il est toujours ouverte, d'ailleurs on peut toujours s'engager, bien sûr. Plus que jamais. Plus que jamais. Mais aussi, pour ma part, ce qui s'est passé au Grand Palais, cette plateforme, on a, je ne sais plus combien de solutions en ligne maintenant, plus de 1000 je crois, et aussi toute une effervescence qui s'est passée à Montreuil, au 104, enfin, il y a eu vraiment quelque chose d'important. Est-ce que c'est spécifique à Paris ou est-ce qu'il va y avoir une évolution réelle qui est en train de se faire et peut-être qui s'exprimera différemment à Marrakech? Mais moi, au final, j'ai l'impression qu'on a entendu le message de Seven Suzuki de 1992. C'était cette petite fille qui nous disait « Vous êtes ce que vous faites ». Et mon président, Mikhail Gorbatchev, avait à l'époque la difficile mission d'accompagner les discussions du chef d'État qui étaient pleines de bonne volonté, mais laborieuses sur les moyens. Et finalement, on a eu une période d'incantation qui a duré peut-être 15 ans, peut-être 21 ans, mais on a tourné la page. Et quelque part, j'aurais tendance à dire, et c'est aussi un clin d'œil par rapport au comité 21, on doit toujours fêter ces 21 ans parce que c'est le lancement d'un nouveau début. Et je pense que s'il y a eu cette joie, s'il y a eu cette effervescence le 12 décembre, c'est qu'on était finalement tous heureux, quelle que soit la position dans laquelle on était, d'avoir tourné une page et de commencer à en écrire une nouvelle. Et pendant très longtemps, on a cherché un positionnement qui était sectoriel, qui était catégoriel, en se disant on a les ONG, on a les femmes, on a les agriculteurs, etc. On connaît tous les major groups des Nations Unies et le mode de fonctionnement qu'on avait jusqu'à maintenant. Et les villes, les régions, les territoires locaux nous ont beaucoup aidés par rapport à ceci parce que depuis 4 ou 5 ans, finalement, ça a peut-être été les premières, connaissant très bien les acteurs associatifs, connaissant très bien les acteurs de terrain, les initiatives qui étaient en train de préfigurer justement ce monde de la transition écologique et économique, là, les villes ont été les premières à nous tendre la main et à permettre d'avoir des forums multi-acteurs et des éléments de solution qui arrivent. Et moi, je voudrais aussi saluer la démarche collective qui s'est mise en place parce que tout ce qui a été fait à Paris a été initié avec un engagement extrêmement fort de la diplomatie française, un engagement aussi extrêmement fort de la diplomatie péruvienne qu'on oublie trop souvent et qui a fait un boulot formidable. Et la diplomatie marocaine a été également impliquée depuis le début. Et cette démarche de groupe à 3, mais aussi avec les collectivités locales, mais aussi avec les entreprises, la finance a pris également le pari que ça allait marcher et qu'il fallait jouer sur la transition écologique, sur les solutions, sur le vous êtes ce que vous faites, ça a marché. L'idée des ANDC, des contributions nationales, en fait, derrière lesquelles on ne peut plus revenir, est quelque chose qui était également très intéressant. Et je voudrais vous inciter à lire une contribution nationale qui est passée complètement inaperçue, celle du Rwanda.
Je pense que peu dans la salle l'ont lu, Honnêtement, oui. et je serais heureux d'être démenti. Le Rwanda est un pays qui était dans une situation catastrophique il y a une dizaine d'années, qui s'est remis de la guerre en pariant en fait sur 3 choses. La première chose, c'est de se dire qu'il fallait se reconstruire sur un consensus national. Je crois que ce que le président Delevoye nous a dit peut nous donner des éclairages par rapport à ceci. La deuxième chose, c'est qu'il fallait se reconstruire en utilisant l'argent qui était à disposition aujourd'hui et toutes les bonnes volontés qui étaient à disposition. Celle de la diaspora, celle sur le territoire, celle des entreprises qui étaient engagées au Rwanda. Et la troisième chose très très forte dans leur reconstruction, c'était de dire qu'il n'y avait pas de reconstruction et de transition possible si ça n'était pas une reconstruction écologiquement responsable, à la fois en termes de résilience, d'adaptation et d'atténuation. Ils sont arrivés, par exemple, relativement facilement à avoir un mix d'énergie renouvelable important, à repenser leur ville, à repenser leur manière de travailler sur l'agriculture. Au passage, ils sont arrivés à avoir une loi sur la sortie des sacs plastiques jetables et ça a relativement bien marché. Le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Maroc également. Et là, on sent qu'on a des mouvements de fond qui sont impulsés par les sociétés civiles, qui sont des mouvements qui sont également impulsés avec, je pense, le concours d'un certain nombre d'entreprises, avec une finance qui est en train de s'adapter, notamment à travers la notion de risque, notamment à travers tout ce qui est en train de se passer sur les phénomènes climatiques extrêmes et les assureurs qui ont compris de plus en plus quels sont les facteurs de risque et quels sont les facteurs de résilience. Et par contre, on est dans une situation où au final, il y a une interpellation directe à travers les associations, à travers NASCA, mais aussi à travers l'agenda des actions, des citoyens, des entreprises, des porteurs de projets locaux et des gouvernements locaux vis-à-vis des politiques nationales et internationales. Et c'est une responsabilité qui est extrêmement forte. Il y a un autre exemple que je voudrais citer très très rapidement parce qu'il m'a beaucoup marqué. Green Cross est très impliqué dans le Pacifique Sud et dans des différents processus régionaux. On a eu donc tout ce qui s'est passé autour de la déclaration de l'IFU et du processus Océania 21, qui est un petit peu similaire à ce que d'autres ont vécu et qu'on a vécu également avec la MEDCOP et les engagements de la Méditerranée. C'était dit tout à l'heure par Yves, on va arriver à réussir vraisemblablement la transition énergétique si on arrive à avoir un message à donner aux classes moyennes des pays émergents, et ça nous renvoie également à notre propre classe moyenne. Énormément de bâtiments dans les pays émergents sont très peu isolés, avec des clims particulièrement inefficaces et qui fonctionnent en permanence parce qu'on considère que le fait de climatiser très froid est un facteur de richesse. Il y a une initiative qui est portée par le Mexique qui a l'agenda des actions pour fournir en fait à la bande tropicale une solution permettant une efficacité dans le fonctionnement de la climatisation, réflexion sur le bâtiment, réflexion sur les usages et réflexion aussi sur comment on peut reverdir la ville à proximité via l'agriculture pour avoir moins ou pour tempérer les phénomènes climatiques extrêmes. L'agriculture comme solution est au cœur du texte. On regarde enfin les enjeux de l'alimentation à 30% du texte. On a remis aussi les écosystèmes marins, à la fois à travers la notion de résilience et à travers ce qui se passe au cœur du texte. Et pour en revenir sur mon clin d'œil au Pacifique Sud, je me souviens que dans le process préparatoire qu'on avait eu à Nouméa avec les 17 chefs d'État et de gouvernement du Pacifique Sud, à un moment on nous disait non mais de toute manière la Nouvelle-Calédonie va construire une centrale à charbon parce qu'on a besoin de ça pour enclencher la transition écologique. Il y a eu l'éclairage public et la révolution des LED qui sont 10 fois moins chères que ce qu'elles étaient il y a 4 ans. Il y a eu des changements profonds des processus industriels, l'efficacité énergétique qui devient une réalité. Cette centrale au charbon est désormais inutile, le projet a été abandonné. On est passé à autre chose. Ce n'est pas pour ça que le chemin opérationnel de régions comme la Nouvelle-Calédonie est plus facile pour autant, mais ça montre qu'une transition concrète est possible. En tout cas, sur une grande partie des territoires, Monsieur Ben Nasser, on a la chance de vous avoir dans une vision mondiale. Quand même, on parle du pic-oil, mais il faudrait peut-être parler du pic de charbon.
quand on lit de près l'INDC de l'Arabie Saoudite, son seul mérite, c'est d'exister, parce que finalement, c'est plutôt le prolongement de sa politique pétrolière actuelle. On voit quand même aussi des vrais problèmes qui sont en train de se poser, des licenciements sur les plateformes qui permettent d'extraire du pétrole. Alors on est, je crois ici, la plupart convaincus qu'il faut arrêter le pétrole, mais qu'il faut quand même accompagner aussi les mutations. Est-ce que réellement on peut, sans une casse importante sur le plan social, mettre en œuvre cet accord de Paris? Quelle position vous avez et comment faire pour que réellement on tienne ces engagements? Parce que c'est enthousiasmant cet accord de Paris. Sur certains pays, il y a quand même des vraies difficultés humaines qui se posent. Est-ce qu'il y a confrontation ou est-ce que réellement on va pouvoir avancer très rapidement dans les délais que vous donnez, vous, dans votre agence, qui sont quand même encore plus ambitieux que l'accord de Paris? Il y a à peu près 10 ans, on avait sorti le premier rapport qui regardait les scénarios à 2 degrés. Et donc, à l'époque, on nous avait dit, c'est trop ambitieux, on n'y arrivera jamais. Si on veut avoir comme objectif le 1,5, c'est beaucoup, beaucoup plus ambitieux. On a un système qui est complètement non linéaire pour passer de 2 à 1,5. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est que ce qu'on va attendre va entraîner un coût beaucoup plus important. C'est-à-dire que le coût de l'inaction est extrêmement important. La troisième chose, c'est que si on veut, comme ambition, 1,5, il faut qu'on considère que d'ici 2050, le secteur du transport doit être complètement électrifié. Deuxième chose, le secteur de la génération électrique doit être complètement décarbonisé. Et donc, toute cette transformation doit se passer dans une échelle de temps qui est très courte, puisque, vous savez tous, les décisions au niveau énergétique ont un impact sur les 40-50 prochaines années. Donc ça, c'est les constats de base. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accélérer un certain nombre de choses. Il faut accélérer l'innovation. Donc les annonces qui ont été faites à propos de Mission Innovation, où la France participe, il y a le Breakthrough Energy Coalition, où il y a un certain nombre de grosses entreprises ou fondations qui s'engagent à investir pour l'innovation. Tout ça fait partie de plus, en fait, toute cette meilleure coordination entre les acteurs locaux, les acteurs régionaux et les acteurs nationaux. Tout ça, ça doit se passer maintenant. Maintenant, votre question sur cette transition, les implications sur la partie géopolitique, ce qui se passe dans des pays comme le Moyen-Orient doit être bien sûr étudié. On a regardé un scénario à bas coût du pétrole, qu'on a publié au mois de novembre 2015, avec un certain nombre de recommandations. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, des prix à $30 ne sont pas soutenables. Il faut qu'il y ait, disons, une meilleure gestion. Il faut qu'on arrive à un système qui soit plus harmonieux au point de vue de la production. Aujourd'hui, on a vu des conséquences catastrophiques. En mer du Nord, il y a eu 60 000 postes d'emploi qui ont été perdus. Aux États-Unis, 250 000 postes d'emploi qui ont été perdus. Je voudrais juste souligner que dans l'industrie pétrolière, c'est une industrie qui est très spéciale, puisque vous avez une pyramide d'âge dans cette industrie avec 2 bosses. La première, c'est des gens qui ont 50 ans et plus, qui sont partis à la retraite, et ces gens-là ne vont pas revenir. Et une autre pyramide, l'autre bosse, c'est les gens qui ont 30 ans et qui quittent cette industrie, et aux États-Unis, ils vont ailleurs, et quand on en aura besoin, on ne retrouvera pas. Donc il y a un risque de nouveaux chocs si on ne manage pas cette période-là. Lucie, on a beaucoup parlé climat en France. Il s'est quand même passé quelque chose d'autre d'important depuis les assises de début 2015, c'est le vote des ODD. Alors le climat, c'est un des ODD. Est-ce que, au sein de la cellule qui va accompagner la présidence française, alors effectivement, il y a un débat, on ne vous demande pas de scoop si Laurent Fabius va être le prochain ministre après le remaniement, mais comment vous voyez cette relation ODD-climat?
et avec cette spécificité. Enfin, cette année 2015 en France, c'est un peu comme la Coupe du Monde et le football, quoi. Tout le monde joue au football et oublie un peu le reste. Là, tout le monde a joué au climat et c'est une bonne chose. Je pense que ça va ouvrir nos champs d'influence. C'est les communautés actuelles dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Comment voyez-vous cette relation ODD et climat? Alors, on n'avait pas du tout préparé la question. Oui, c'est une question surprise, mais on peut même ajouter la préparation d'Habitat 3 à la fin de l'année 2016. Absolument. Parce Puis que il y a eu Addis Abeba aussi au mois de juillet. Et il y a un sommet de l'humanitaire à Istanbul qui a sa vraie importance aussi dans quelques semaines. Je pense que c'est la grande force, de toute façon, de concevoir ces enjeux qui sont par la force des choses transversaux, qui ont des impacts dans tous les secteurs, de les traiter politiquement ensemble et de voir leurs applications à différents niveaux, notamment sur les territoires où on voit qu'ils ont à la fois, on a beaucoup parlé des enjeux sociaux des politiques climatiques, les enjeux sociaux aussi des politiques d'habitat ou de planification sont très forts. Donc il y a le lien avec les ODD est vraiment intrinsèque, c'est quelque chose de très important. Au niveau politique français, il y a effectivement une vraie volonté de traiter ces enjeux ensemble. Et moi, je fais partie de l'équipe interministérielle de négociation, mais je sais qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a une stratégie qui a été mise en place pour traiter ça de front. Justement, effectivement, Laurent Fabius reste président de la COP21 jusqu'à l'ouverture de la COP22 en novembre, donc voilà, pas de scoop à ce sujet-là. Voilà, sur les priorités 2016, il y aurait des choses à dire aussi. Allez-y. Alors, sur le suivi de l'accord en lui-même, il y a d'abord bien évidemment un premier point qui est très important, qui va être la signature de l'accord, qui aura lieu le 22 avril à New York sous l'égide des Nations Unies, en présence de plusieurs chefs d'État. Et puis après, il faudra assurer la ratification de cet accord. Et pour qu'il soit valide, il faut qu'il soit ratifié par au moins 55 États, représentant au moins 55% des émissions mondiales. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nos priorités, une des priorités de la diplomatie française. Et puis on va se remettre très vite au travail aussi à travers une première réunion informelle qui sera organisée avec le Maroc début avril très probablement. Et puis une session de négociation aussi au mois de mai à Bonn, qui vont devoir permettre de trouver déjà des réponses aux questions qui restent en suspens, puisqu'il en reste quand même quelques-unes, des petites questions en suspens pour la mise en œuvre de l'accord, et puis de trouver aussi les consensus politiques qui permettront de régler ces questions en suspens. Est-ce que vous allez vous battre pour donner un prix au carbone? Parce que ça, c'est vraiment une question très opérationnelle pour le monde économique et territoire. Sincèrement, je ne peux pas vous répondre à... Joker. Ouais. Joker, mais nous, on milite tous pour ça. Oui, et c'est quelque chose qui est dans l'accord, et c'était pas non plus quelque chose d'acquis, donc il y a une base en tout cas. C'est dans l'accord, mais il faut donner un montant à un moment donné. Je suis d'accord. Voilà. Nicolas voulait réagir, après on va... Oui, des petites réactions tout à l'heure, je disais on a changé d'époque. C'est en particulier vrai par rapport à la question des ODD. C'est-à-dire qu'on est sur un accord climat, l'accord de Paris, qui place la question de la paix, la question de la satisfaction des besoins humains, à commencer par la sécurité alimentaire, comme étant des questions particulièrement importantes. Dans l'importance qui est donnée à la résilience, on donne aussi cette importance à la résilience des territoires, mais aussi à la résilience des activités humaines. On s'est doté d'un certain nombre d'outils pour ceci, comme la reconnaissance des savoirs traditionnels, et on voit très très bien ce que ça signifie dans le Pacifique Sud ou en Amérique du Sud, mais je suis certain que la ville de Paris, à travers l'action sur les communautés locales dont nous parlait Célia, on est dans une démarche qui finalement n'est pas si lointaine, et surtout on a une feuille de route opérationnelle sur lequel effectivement les événements de mars, de mai sont importants. Moi, je voulais citer un autre événement qui est le sommet climat et territoire qui se déroulera à Marrakech en avril. Et on a vu à quel point le sommet climat et territoire de Lyon, qui avait eu lieu en juin 2015, avait été utile. Et on a senti aussi un certain nombre de changements de paradigme. Des changements de paradigme sur l'économie et sur le fait que le climat était entré au cœur de l'économie. Le prix du carbone, c'est important, mais la donne économique a complètement changé. On l'a vu en Inde.
On l'a vu en France aussi, où le solaire sort à 7,5 centimes le kilowattheure, et où, par exemple, le nucléaire a eu beaucoup d'opportunités pour s'exprimer en décembre 2015 à travers ses partisans. Ce qu'on a retenu ou ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un phasing out qui est en train de se produire globalement, essentiellement pour des questions de coûts, mais que sur le sujet de la résilience, et c'est important à Dunkerque, il faut arriver à trouver les technos de demain qui permettent de mettre en sécurité les installations nucléaires existantes par rapport à plus de sécheresse, plus de montée du niveau des eaux et plus de phénomènes climatiques extrêmes. Ça rentre aussi dans le dispositif. On sait que c'est une inquiétude pour nos voisins et que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on arrive à avoir un discours mature au Maroc. Merci. On n'est pas très loin de conclure, mais peut-être pour venir plus concrètement sur les territoires. Yves, c'est après COP21, c'est surtout de l'humain, de la technologie, de la finance, et surtout à 1,5 degré, parce que finalement, personne n'a travaillé sur 1,5 degré. Oui. C'est pas simple, cette affaire. Surtout pour aller vers 1,5 degré, effectivement, où il y avait quand même un certain malaise dans la COP entre le fait que l'objectif de 1,5 degré soit nécessaire politiquement pour ne pas tourner le dos à un certain nombre de pays qui en ont besoin pour leur survie, et en même temps le fait que le retard dans la mise en œuvre, dans la mise en route de cette dynamique, et donc dans une action beaucoup plus ambitieuse que jusqu'ici, rend aujourd'hui très difficile l'atteinte de cet objectif. Je pense que dans tous les cas, ça a déjà été dit, on a des solutions à mettre en œuvre, et la priorité, c'est tout simplement de mettre en œuvre ce dont on dispose, avec, je pense, comme principale feuille de route, encore une fois, cette notion d'intelligence, sur laquelle Jean-Paul Delevoye a insisté, intelligence collective, à la fois pour régler aussi, discuter et régler ces problèmes de mutation, parce qu'ils se posent partout, ils se posent effectivement pour l'industrie pétrolière et pour des pays qui sont directement concernés, l'Arabie Saoudite par exemple, mais ils se posent aussi dans un pays comme le nôtre, et ça nous a été aussi rappelé ce matin avec la situation d'EDF et la nécessité de repenser collectivement un avenir d'EDF à la fois viable pour EDF et compatible avec la transition énergétique. Et donc voilà, toute cette intelligence à mise en œuvre, juste quelques guides sur les priorités. Je crois d'abord ne pas se leurrer sur le fait de commencer par faire certaines parties de la transition en laissant d'autres de côté. Je pense par exemple à la dynamique très forte qui existe aujourd'hui pour les renouvelables électriques et une dynamique beaucoup moins forte qu'on sent pour une action dans le secteur des transports. Donc la priorité première, c'est d'avoir une vision cohérente, systémique et de long terme. Et puis ensuite, en termes de priorité d'action, je pense qu'il faut à la fois se focaliser pour le court terme sur des choses faciles à faire et qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Pour libérer des ressources, deuxième priorité, sur les choses nécessaires et structurantes à long terme qui vont demander des investissements, typiquement tout ce qui touche aux infrastructures. Et puis avoir aussi en tête peut-être les co-bénéfices économiques et sociaux des différentes actions. Et là, concrètement, juste quelques pistes dans le domaine de la sobriété sur lequel j'ai insisté tout à l'heure et qui peuvent concerner plus directement l'action au niveau territorial. C'est par exemple sur le court terme la réduction de vitesse sur les routes, par exemple dans les villes. C'est l'attaque de tous les gaspillages de consommation, par exemple d'électricité, typiquement pour les collectivités dans des bâtiments tertiaires, des ventilations qui fonctionnent le week-end. L'éclairage des salles de congrès. Par exemple. C'est tout ce qui est, par exemple, encourager les solutions de cohabitation pour voilà, réduire les besoins d'espace, etc. Donc ça, c'est des choses qui ne coûtent pas beaucoup et qu'on peut commencer à mettre en œuvre dans le court terme. Et puis sur le très long terme et le structurel, c'est par exemple, et peut-être de manière prioritaire dans les transports, tout ce qui est aménagement du territoire, retrouver de la densité urbaine, revitaliser les territoires ruraux, travailler sur la mixité fonctionnelle des bâtiments et des quartiers pour, in fine, réduire les distances à parcourir. Et puis tout ce qui est sur lequel les collectivités ont un grand rôle à jouer, à la fois pour structurer une demande et encourager l'offre, tout ce qui est circuit court, économie circulaire dans le domaine à la fois agricole et industriel.
Merci. Et donc, à Paris, Célia, j'avais envie d'entendre sur les questions de territoire. Quelle est parce que bon, Paris vit une petite mutation avec le Grand Paris, mais indépendamment de ça, a pris des positions en début d'année extrêmement ambitieuses, notamment sur la mobilité, qui est quand même la plus grande, peut-être une plus grande difficulté encore que l'habitat, parce que finalement, l'habitat, on sait à peu près ce qu'il faut faire et ça ne change pas fondamentalement nos modes de vie, alors que la mobilité, c'est quand même une liberté non assouvie. Et donc, on a envie de se déplacer encore plus et il faut réduire. Donc, comment tu vois, toi, cette question d'aménagement du territoire qui est des grandes questions. On a parlé des tours, on a parlé, vous n'êtes pas tous d'accord, évidemment, y compris dans ta propre majorité. Mais c'est plutôt sain, c'est du débat que naissent souvent les résultats. Voilà. Quelle est ta vision d'un aménagement du territoire, je dirais Paris-Lima, agenda? Comme on arrive à la fin de la session, Tu n'as pas une demi-heure. voilà. Il vous reste 2 minutes. Je vais moins partir de la question de la mobilité et de l'urbanisme, tu me pardonneras, mais de ta question du débat, parce que je pense que c'est ça qui est central, et rebondir plutôt sur ce que Yves vient de dire. C'est que moi, je crois quand même, ce qui a été exceptionnel avec cette COP 21, c'est surtout qu'il y a un vrai débat de société générale qui s'est posé. Avant, on voulait préserver la planète. Maintenant, on a un nombre d'acteurs incroyables qu'on n'entendait pas du tout sur ces sujets par le passé, qui se disaient comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour construire une société dans laquelle tout le monde vit bien, et tout en faisant face à la lutte contre le dérèglement climatique, la raréfaction des ressources, le besoin de solidarité et les catastrophes économiques auxquelles on fait face. Et je crois qu'en fait, c'est quand tu disais c'est quoi demain, le moyen et la priorité. Moi, je veux moins regarder en matière de dispositifs de politique publique, parce que je pense que c'est vraiment l'humain, pour le coup, qui est central. Mais l'humain, chacun à son échelle. L'humain fera sa petite révolution politique, l'humain fera sa révolution dans le monde de la finance, l'humain fera sa révolution dans le domaine technique. La seule question aujourd'hui qu'il y a, c'est comment on mobilise l'humain dans cette dynamique. Et je crois que ça passe à la fois par, en tout cas chez moi, c'est parce qu'il y a un besoin, une nécessité de mobiliser l'humain face à la lutte contre le dérèglement climatique. Moi, je vois Paris, 80% de nos émissions de gaz à effet de serre viennent du territoire, pas de l'administration. Donc j'ai besoin des gens, j'ai besoin qu'ils s'y mettent, mais aussi parce que ça fait partie d'une conviction de culture politique, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini l'ère de la politique à la papa avec des élus contents à regarder leur écharpe dans les 4 murs de leur bureau. On est dans quelque chose de nouveau, et ça va demander aussi de créer des nouveaux outils pour travailler, des nouveaux outils de politique publique, des outils où on sera moins dans du on décide en haut, ça s'applique en bas, mais plutôt comment on repère ce qui se passe sur le territoire et on accompagne et on aide des petites étincelles à prendre, des réseaux à se faire. Ça va demander aussi à ce qu'on se mette vraiment dans une réflexion. C'est quoi la démocratie participative? Est-ce que c'est simplement voter sur son smartphone pour une proposition, ou est-ce que ça va plus loin? Et je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est Nicolas qui disait on a cassé les grands blocs dans lesquels on était, les associations qui discutaient entre elles, qui discutaient pas trop avec le politique parce que c'est pas très beau, alors parler aux entreprises c'est encore pire, pour entrer dans un nouveau monde où on est plutôt dans l'ancien monde qui comprend toujours rien et qui est coincé dans le productivisme, et le nouveau monde qui essaye de créer la suite. Et je crois que la priorité aujourd'hui, c'est trouver des espaces où on peut tout le monde va devoir rigoler parce que je vais dire ça, mais se frotter, se trouver, se confronter dans ce qu'on porte chacun, quelle est notre spécificité. On sera peut-être pas d'accord, et c'est effectivement le cas. À Paris, des fois, on n'est pas d'accord avec la maire de Paris, on est dans une majorité, mais ça nous fait avancer, et on vit très très bien au quotidien ensemble. Ça nous fait avancer, on n'est pas content, de temps en temps, voilà, on fait un peu la gueule chacun dans notre coin, et puis on repart. Donc voilà, pour moi, la priorité demain, c'est créer ces lieux-là, pour se dire c'est quoi cette société durable dans laquelle on veut vivre. L'exercice ne sera pas forcément facile, parce que le changement, ça fait toujours un peu peur, et puis c'est des enjeux qui sont majeurs. Il faut déconstruire le modèle, mais finalement l'alternative derrière, qu'est-ce qu'elle est sympathique, enthousiasmante. Donc notre travail à nous, c'est contaminer la plus grande majorité des gens qui n'ont pas encore fait tout ce chemin, et c'est à mon avis ça notre travail dans les années qui viennent, plutôt que se dire la tour elle est belle, pas belle, assez haute, trop basse, voilà. Alors, le dernier mot avec vous, là j'avais envie de m'adresser à l'ancien ministre d'un pays du Maghreb, d'un pays africain. Cette COP va être aussi la prochaine, bien sûr, celle de l'Afrique. La suivante sera peut-être celle de la Chine, parce que je crois je ne sais pas si ça a été acté, mais normalement c'est la Chine qui doit recevoir. Mais quelle vision vous avez du côté d'un pays
en développement, en émergence. Enfin, on fait toujours attention aux mots parce qu'on a peur de vexer, mais c'est un pays qui, en tout cas, en plus, qui vit un anniversaire très particulier en ce mois de janvier. C'est un pays de transformation absolue. Quelle part a le climat? Il y a 2 milliards de personnes qui sont nées dans ce siècle, 2 milliards d'enfants en moins de 15 ans. J'en ai 2 à la maison sur Minecraft et autres. Mais 2 milliards, c'est important. Je crois qu'il y a 16 pays africains qui ont 40% de la population de moins de 15 ans. Je n'ai pas les chiffres de la Tunisie en tête. Je sais que le Niger, c'est plus de 50. Comment vous voyez cette place du climat et cette capacité de pays à avoir ce rôle et cette ambition-là, alors qu'il y a d'immenses problèmes géopolitiques, sociaux, emploi. Enfin, on voit la difficulté de la Tunisie ces jours-ci. Oui. Si on regarde l'Afrique, il y a au moins 5 sous-ensembles qui sont complètement différents au point de vue énergétique, au point de vue besoin, au point de vue même humain, qui sont complètement différents. Si je prends l'Afrique dans son ensemble, aujourd'hui, vous avez 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique. On avait, à l'agence, fait une étude qu'on a publiée en 2014 qui montre que si on regarde les prochaines 30 années, il y aura toujours un énorme problème avec pratiquement 500 millions de personnes qui n'auront pas accès à l'électricité en 2040 en Afrique. Donc il y a encore un énorme besoin. On avait aussi développé des scénarios où en fait on utilisait de façon plus intelligente les ressources des pays pour développer en fait une consommation harmonieuse. Là, on arrive à baisser. On arrive à baisser à 250 millions le nombre de personnes qui n'ont pas accès à cette électricité. Donc, il y a des possibilités. Il faut qu'il y ait une prise de conscience locale. On a vu un certain nombre de solutions qui ont été développées dans des pays. On a cité le Rwanda, qui est un très bel exemple. On a des nouvelles solutions en Tanzanie, etc., qui montrent qu'avec une plus grande participation, on peut arriver à des solutions. Si maintenant je regarde la Tunisie a été, depuis 30 ans pratiquement, a commencé une politique d'efficacité énergétique. Et là, je veux rendre hommage à l'ADEME, qui nous a beaucoup accompagnés au cours des 30 dernières années. La Tunisie est le pays numéro 1 en efficacité énergétique, non seulement en Afrique, mais aussi dans toute la région MENA. Mais il y a encore énormément d'efforts à faire. On est pratiquement, au point de vue intensité énergétique, au double du niveau qu'on devrait avoir. Donc il y a encore beaucoup à faire. Merci. Voilà, je crois que c'est une bonne Merci conclusion. Il y a encore beaucoup à faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup aux intervenants. Et je vous laisse les applaudir et je te rends la parole. Merci beaucoup.